Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de notre journal. 240 nouveaux cas de contamination, 146 guérisons et 7 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie. La prévention est de mise. Nous verrons comment un atelier tourne à plein régime à Oued Souf pour produire masques et blouses de protection. La raffinerie de Siderzine se dote d'une unité de craquage, un site qui va permettre d'augmenter la production de carburant d'1 million de tonnes par an. Le monde célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la lutte contre la drogue. On vous propose de découvrir le centre de prévention et de psychothérapie naturelle de Bouchaoui. Enfin, nous découvrirons ensemble les œuvres d'art de Hafid Belabbas, un artiste qui a ajouté aux formes et reliefs de cuivre repoussé de magnifiques couleurs, de belles images de notre patrimoine culturel à découvrir à la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On entame ce journal par le point sur la situation sanitaire en Algérie. Comme chaque après-midi, le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie en Algérie a tenu son point de presse. On découvre le dernier bilan avec son porte-parole, le docteur Jamel Foural. Aujourd'hui, le vendredi 26 juin, nous allons vous présenter, comme tous les jours, un point de situation de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour, sur la base des cas notifiés, c'est-à-dire déclarés, également des résultats des différents laboratoires régionaux qui font le diagnostic virologique du virus. Pour les principaux indicateurs, au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 240 nouveaux cas, soit 43 cas de plus par rapport à hier, 146 patients guéris, 48 patients en soins intensifs et 7 décès. Avec la notification de 240 nouveaux cas, le total cumulé depuis le début de l'épidémie à ce jour est de 12 685, soit une incidence de 29 cas pour 100 000 habitants. Et nous voyons qu'il y a 32 wilayas qui sont en dessous de la moyenne nationale et seulement 16 wilayas qui sont au-dessus de la moyenne nationale, sachant que 10 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures, 25 wilayas ont notifié entre 1 et 5 cas et 13 wilayas ont notifié 6 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons malheureusement enregistré 7 nouveaux décès, ce qui porte le total cumulé des décès à 885. 74% des patients décédés sont âgés de 60 ans et plus, et parmi les 7 décédés, 6 ont une comorbidité, c'est-à-dire un diabète ou une hypertension artérielle, ou les deux associés. Pour ce qui est des patients guéris et qui ont quitté les établissements hospitaliers, donc leur chiffre à ce jour est de 9 066. Et parmi eux, 146 patients guéris ont quitté les établissements hospitaliers au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement 48 patients hospitalisés en soins intensifs. Comme toujours, nous terminons toujours par des messages de sensibilisation en disant que la situation épidémiologique actuelle nécessite de la part de tous les citoyens de rester vigilants, de respecter les mesures d'hygiène et de prévention générale et surtout également les règles du confinement et porter obligatoirement un masque de protection. Donc ce sont là les principales mesures barrières qui peuvent nous permettre de réduire la transmission du virus et d'endiguer l'épidémie au niveau national. Merci de votre attention. Et justement, il faut toujours se rappeler que cette pandémie n'est pas encore derrière nous. Pour se protéger contre ce virus invisible, les initiatives sont multiples. L'exemple ce soir, dans un atelier à Oued Souf, les machines tournent à plein régime. Masques et blouses de protection sont fabriqués en grande quantité. Reportage Soumia Mezouar, commentaire signé Badia Amarni. Pour lutter contre le coronavirus, les initiatives se multiplient partout à travers le pays. Le cas ici à Oued Souf où ce jeune entrepreneur fabrique des masques protecteurs et différentes tenues pour répondre aux besoins du marché local. Nous avons axé nos efforts dans un premier temps sur la fabrication des tenues de protection pour les hôpitaux, les bavettes. Dans un deuxième temps, nous comptons élargir notre activité à d'autres produits, car notre unité fabrique le tissu depuis la matière première et jusqu'au produit final.
Une véritable mobilisation est à relever au sein de cet atelier. Des couturières sont à pied d'œuvre derrière leurs machines pour coudre ces blouses et masques avec les normes requises. Aux côtés d'elles, ces jeunes qui participent à la fabrication de ces produits très demandés depuis l'apparition de la Covid-19. Je suis couturière de formation. À l'ouverture de cet atelier, je me suis inscrite et j'ai pu décrocher ce travail. Je suis restée longtemps au chômage. J'ai longtemps cherché un emploi. Après l'obtention de mon diplôme de couturière, je suis contente d'être acceptée dans cet atelier. Je fais partie du personnel de cet atelier et, alhamdoulilah, nous participons à notre manière à la lutte contre le coronavirus. L'atelier tourne à plein régime et tous les ouvriers travaillent d'arrache-pied pour mettre sur le marché des produits de qualité et participer ainsi à l'effort national de lutte contre la Covid-19. Et cet effort national se traduit par plusieurs campagnes de solidarité. On vous parle ce soir de la caravane des mosquées d'Alger à destination des villages et hameaux de la wilaya de Tizi Ouzou. C'est une caravane composée de 10 fourgons et camions chargés de denrées alimentaires et de produits de désinfection. Reportage de Toufiq Toudek, commentaire signé Abdelmajid Benrassi. Une action de solidarité placée sous le thème « Une caravane de fraternité et de liaison » a pris le départ depuis Dar el-Imam à El Mohammedia à Alger, à destination des localités et hameaux de la wilaya de Tizi Ouzou. Objectif, acheminer des produits alimentaires et de désinfection. C'est une région qui nous est très chère, une région combattante, unificatrice et solidaire. Pour toutes ces raisons, les imams des mosquées d'Alger ont tenu à faire un jumelage avec les mosquées de la wilaya de Tizi Ouzou. Une action que nous avons appelée la caravane de la solidarité et de liaison. C'est une action qui démontre combien les Algériens sont solidaires et disposés à s'entraider dans les moments de crise. Tour à tour, la caravane a fait escale dans les zaouïas de Cheikh Amghran al-Zlel, Chorfa Bahloul, pour arriver enfin dans la zaouïa de Tifrithat al-Hajj. Les villageois ont beaucoup apprécié l'initiative. Ce genre d'initiative entre Zaouia et village ne date pas d'aujourd'hui. Ce sont des actions qui remontent à loin. C'était au temps de nos ancêtres. Nous devons rester solidaires, comme le recommande Dieu le Tout-Puissant. On doit rester unis, rien ne doit nous diviser. Des actions de solidarité qui ne feront que renforcer les liens de fraternité entre les Algériens de toutes les régions du pays. Le département d'État américain a publié hier un nouveau rapport. Pour Washington, les groupes terroristes sont dans l'incapacité d'opérer en Algérie, ce grâce aux efforts menés par l'armée nationale populaire et les forces de sécurité ayant conduit à l'anéantissement de leur capacité de nuisance dans la nouvelle édition de son rapport annuel sur le terrorisme dans le monde. Le département de Mike Pompeo révèle que l'Algérie a poursuivi ses efforts importants pour prévenir les activités terroristes à l'intérieur de ses frontières. Il ajoute que le rythme régulier des opérations de balayage menées par l'armée nationale populaire a réduit considérablement les capacités des groupes terroristes à opérer en Algérie. Plus affirmatif, la diplomatie américaine estime que l'Algérie demeure un environnement opérationnel difficile pour les groupes terroristes dans la région. On apprend ce vendredi le décès du moujahid Azaïz Ahmed, membre de l'armée de libération nationale. Azaïz est décédé aujourd'hui à l'âge de 83 ans. Issu de la wilaya de Mascara, le défunt a rejoint les rangs de l'ALN en 1957 dans la 5e wilaya historique. Il a participé à plusieurs batailles contre le colonisateur français avant d'être capturé et incarcéré jusqu'à l'indépendance. En cette dure épreuve, le ministre des Moujahidines et des ayants droit, Taïeb Zitouni, a adressé ses condoléances à la famille du défunt et à ses compagnons d'armes. Dans l'actualité de ce vendredi, la raffinerie de Siderzine se dote d'une unité de craquage. Objectif, augmenter les capacités de production en carburant pour atteindre 1 million de tonnes par an. En cette période de confinement, la raffinerie est gérée par des cadres algériens qui ont dû, vous allez le voir, s'adapter aux nouvelles technologies et modes de gestion intégrés à cette raffinerie. Reportage Wassila Bouchareb, commentaire signé Nakhla Al-Harbi.
L'unité de craquage catalytique au RFCC Bloc, destinée entre autres au traitement des GPL associés, a été mise en service il y a une semaine. Sa capacité de production est de 1 million de tonnes par an. C'est la première unité de ce genre, il en existe tout au plus 2 en Afrique. Il faut savoir qu'en plus des autres unités de distillation, le RFCC Bloc utilise la technique de craquage catalytique. Adaptée aux normes de sécurité industrielle et environnementale, la raffinerie de Sidi Rezine, réhabilitée depuis peu, va permettre d'augmenter la capacité de traitement du pétrole brut et d'accroître la production de carburant. Cette raffinerie obéit aux normes internationales dans tous ses sens. Effluent, c'est-à-dire tout ce qui est liquide ou la gazeux, il répond aux normes internationales. La raffinerie s'est également dotée d'une salle de contrôle centralisée pour la gestion numérique des différentes unités de production et leur sécurité. La crise sanitaire et le départ des cadres étrangers n'a pas pour autant impacté le fonctionnement de cette importante infrastructure. Nous sommes passés par une période difficile, mais nous étions en contact permanent avec nos responsables, ce qui nous a beaucoup aidés pour maintenir le cap. Nous sommes au niveau de la salle de contrôle centralisée, laquelle a été créée dans le cadre du projet de modernisation de la raffinerie, ce qui nous a permis d'augmenter les capacités de production de 35%. Considérée comme un acquis important, la raffinerie de Sidi Rezine, qui va permettre une hausse substantielle des capacités de production de carburant, devrait permettre à l'Algérie dès 2022 de passer du statut d'importateur à celui d'exportateur de produits raffinés. Et qu'en est-il de l'exportation d'idées et de projets? On en parle ce soir avec Algeria Startup Challenge, ce concours qui célèbre la création et l'innovation. Abdelmajid Benkassi nous propose de découvrir 2 startups. Ils ont une volonté, vous allez le voir, trempée en acier. Ils disposent même d'une expérience internationale. Ils ont besoin de financement et d'accompagnement. Reportage. Entreprendre n'est guère un vain mot pour ces 2 jeunes start-upers. Ils n'ont pas attendu longtemps après l'université. Des études en informatique en Allemagne pour Amir, 27 ans, et l'ingénierie des logiciels à Blida pour Raouf, 24 ans. Ils ont lancé leur projet et sont en phase finale de l'aboutissement de leurs idées. Rayeni, c'est une solution de paiement à distance. C'est-à-dire on peut l'utiliser bien sûr en ligne et ça va faciliter le e-commerce ou bien les transactions des achats des gens qui vont faites par Internet. Donc elle est fonctionnelle et concernant les partenaires, on a pas mal de partenaires pour le moment au niveau Alger et côté Wilaya Boumerdaz et Blida et on aimerait bien, c'est-à-dire élargir le réseau. Exactement. Enfin, on a décidé de commencer à réaliser cette application parce que surtout cette période de coronavirus, voilà, de confinement, c'est devenu comme obligatoire de réserver un coiffeur chez soi. Voilà, à travers une application mobile, bien sûr. Dans un mois ou un mois et demi, on pourra la lancer. J'ai réalisé des expériences volontaires à l'étranger, en Pologne, en Roumanie, en Turquie aussi. Enfin, c'est pour la leadership. J'ai réalisé des projets e-commerce. Voilà, pour des entreprises turques. Une chose est devenue alors nécessaire dans ce genre d'entreprise et tout le monde en parle, l'accompagnement. Les jeunes ont des attentes et ne veulent plus rester au stade des promesses. Par exemple, une aide financière. Voilà, pour pouvoir faire le marketing de ces projets. On aimerait bien informatiser tout le secteur des services. Voilà, des services surtout, voilà, et surtout services à la demande. Il y a 2 trucs. Il y a l'argent et la deuxième des choses, c'est l'orientation. L'accompagnement. Exactement. L'accompagnement, c'est très important. Et on sait bien que les startups sont très fragiles. Très fragile, pourquoi? Parce que s'il y a c'est-à-dire une faille, ou bien on ne va pas dire une faille, on va dire un problème, surtout financièrement, ça va couler l'entreprise. En fait, il y a beaucoup de porteurs de projets qui ont abandonné leur projet ou bien leur idée. En fait, généralement, c'est des projets en stade ideation, alors en stade d'idée. Alors pourquoi ces jeunes-là, ils ont abandonné leur projet? Tout simplement parce qu'il y a un manque de maîtrise de contenu. En plus, il y a un manque de maîtrise sur l'aspect en fait financier et en même temps en fait sur l'aspect faisabilité technique de l'idée ou bien du projet. Alors là, ça crée un besoin d'accompagnement. Ce qui pourrait être vraiment bénéfique pour l'écosystème des startups serait en fait la réglementation.
donc les lois, les textes pour définir ce que c'est une start-up, pour mettre en place des dispositifs d'accompagnement et de financement des start-up. C'est la première en fait condition pour un écosystème propice au développement de ces jeunes entreprises innovantes. Le message est lancé. On ne peut mieux clair. L'agriculture est un autre secteur porteur de richesse. Dans la wilaya de Bouira, 300 moissons batteuses sillonnent les 70 000 hectares cultivés. Objectif atteindre 2 millions de quintaux récoltés. 300 000 quintaux ont déjà été stockés. Mais les agriculteurs craignent le manque d'espace de stockage dans les silos. Yamina Saïchi. Avec des prévisions estimées à plus de 2 millions de quintaux, la campagne moisson-battage s'annonce prometteuse dans la wilaya de Bouira. Pour réussir cette opération, tous les moyens ont été mis à la disposition des céréaliculteurs, avec notamment la mobilisation de plus de 300 moissonneuses-batteuses. Nous nous sommes bien préparés pour cette campagne. L'important est d'assurer l'opération de collecte et de stockage des récoltes. فيما يخص الجرارات فيما يخص وسائل التخزين. الموسم كان فيه شح تاع امطار يعني كان تذبذب في الامطار. Le manque de pluie cette saison a eu un impact négatif, mais nous avons eu malgré tout d'assez bons résultats. ولكن اللي طبق التقنيات رانا اليوم لاحظوه في الميدان كاين انتاج كاين مردود. Aujourd'hui, la crainte des agriculteurs est de ne pas trouver de place dans les silos de la coopérative des céréales et légumes secs pour stocker leur production. La coopération des céréales et des légumes secs assure le stockage pour tous les agriculteurs qui viennent souvent 2 fois la même journée. Les agriculteurs vendent leurs récoltes car ils ne peuvent pas se permettre d'attendre plus de 3 jours pour la stocker. 11 points de récolte sont répartis à travers la wilaya de Bouira. Nous avons reçu jusqu'à présent 1800 agriculteurs et collecté plus de 353 000 quintaux de diverses variétés de céréales. Pour rappel, la superficie consacrée à la céréaliculture dans la wilaya avoisine les 70 000 hectares. Bouira compte parmi les plus grands producteurs de céréales en Algérie. Et à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la drogue qui coïncide avec le 26 juin de chaque année, on vous propose de découvrir le centre de prévention et de psychothérapie naturelle de Pouchaoui. En 5 mois d'existence, ce centre a déjà assuré plus de 1600 consultations. Mais pandémie oblige, ces consultations sont interrompues depuis le mois de mars. Reportage Badia Amarni. Implanté dans la forêt de Bouchaoui, ce centre de prévention et de naturothérapie est dédié aux personnes addictes à la drogue et même à la cigarette. Dans cet endroit calme, les jeunes sont encadrés par des psychologues et des médecins qui essayent avec des méthodes douces de les récupérer. Ces jeunes sont généralement en détresse. Le mouvement associatif célèbre aujourd'hui cette journée en ouvrant un centre pilote au niveau national. C'est un centre de prévention et de naturothérapie. Quand je dis naturothérapie, ça veut dire qu'on n'a pas de médicaments. On soigne sans médicaments. Un programme qui consiste une rencontre avec le psychologue. Le jeune, il a rendez-vous avec le médecin. On termine la séance. On fait comprendre aux jeunes que tu n'es pas malade. Tu n'es pas malade. C'est un centre qui ne donne pas de médicaments. C'est la phytothérapie. Le programme de ce centre est basé sur des consultations psychomédicales, la mécanothérapie, la phytothérapie et l'hydrothérapie. Tout se joue dans cette salle de miroirothérapie où le jeune est dirigé dès son arrivée au centre. Cette première étape est une prise de conscience et de réconciliation avec soi-même. Si le jeune décide de suivre une thérapie, il est orienté vers le médecin. شفنا la drogue هذه quand est-ce qu'elle augmente? Est-ce que début de semaine ou fin de semaine? Eh bien finalement c'est les week-ends, le week-end طويل, jeudi, vendredi, samedi. Alors احنا ان شاء الله مول كورونا ان شاء الله تحبس, on va organiser le week-end préventif. On va ramener les jeunes pendant 3 jours هنا يقعدوا معنا pendant شغل تربص jeudi, vendredi, samedi. Ce centre est doté de toutes les commodités nécessaires, notamment l'hébergement des jeunes qui arrivent de loin, accompagnés de leurs parents. L'objectif de l'Organisation nationale pour la sauvegarde de la jeunesse est de multiplier cette expérience à travers le pays pour toucher un plus grand nombre de personnes en détresse.
1 cm sur les 40 wilayas, en principe dans chaque wilaya. Nous sommes prêts d'aller dans n'importe quelle wilaya pour construire pareil centre. Parce qu'on a mis du monde partout. Les chiffres avancés par le président de l'Organisation nationale pour la sauvegarde de la jeunesse font état de 600 000 personnes droguées recensées à travers les hôpitaux et les centres de dépistage. Un chiffre qui, selon lui, ne reflète pas la réalité. Dans l'actualité judiciaire, le tribunal de Blida a condamné ce matin l'ancien directeur général de Sûreté nationale Abdelghani Hamel et l'ancien chef de sûreté de la wilaya d'Alger, Nordine Barrachti, à une peine de 4 ans de prison ferme, assortie d'une amende de 100 000 dinars chacun dans une affaire d'abus de fonction. Le juge a rejeté par ailleurs la requête de constitution partie civile de l'officier Anzar Saïd, ancien chef de sûreté urbaine de Kouba, pour avoir été victime en 2012 de chantage et de pression de la part de Barrachti, alors chef adjoint de la sûreté d'Alger, condamné à l'époque à 6 ans de prison ferme, puis à 3 années après appel à la cour de Blida. L'officier Anzar avait sollicité du tribunal un dédommagement de 10 milliards de centimes pour préjudice causé. Pour rappel, le procureur de la République, près le tribunal de Blida, avait requis jeudi soir une peine de 12 ans de prison ferme à l'encontre de l'ancien directeur général de la Sûreté nationale Abdelghani Hamel et une peine de 10 ans de prison ferme à l'encontre du deuxième accusé, ex-chef de sûreté d'Alger, assorti d'une amende d'1 million de dinars. Dans l'actualité internationale, le président sahraoui Brahim Ghali a appelé le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres à une intervention urgente pour mettre fin aux souffrances des prisonniers sahraouis détenus dans les prisons marocaines et intervenir auprès de Rabat pour garantir leur libération immédiate et inconditionnelle face à la grave propagation de la pandémie du Covid-19. Et à l'occasion de la journée internationale de soutien aux victimes de la torture, plusieurs organisations de défense des droits de l'homme ont dénoncé aujourd'hui l'impunité dont jouissent les responsables des crimes de torture et de disparition forcée contre le peuple sahraoui et exigent des autorités marocaines de faire toute la lumière sur le sort des disparus sahraouis et de porter devant la justice tous les responsables de crimes de torture. La pandémie de coronavirus a fauché près de 490 000 vies à travers le monde. Après les États-Unis, c'est le Brésil qui compte le plus de morts, plus de 55 000. Le point avec Nakhla Larbi. Aux États-Unis comme en Europe, la pandémie de coronavirus fait de nouveau parler d'elle. La menace d'une deuxième vague de Covid-19 fait craindre le pire à l'OMS. Cela alors que la France a annoncé aujourd'hui la réouverture de l'aéroport d'Orly qui rouvre ses portes après 3 mois de confinement. Avec plus de 20 000 nouveaux cas et plus de 700 nouveaux décès recensés, l'Organisation mondiale de la santé parle d'une importante recrudescence de la maladie due à l'accélération de la transmission observée depuis un mois en Europe notamment. Hans Kluge, le directeur de la branche Europe de l'Organisation mondiale de la santé, prévient que le risque de résurgence du nombre de cas de coronavirus est à présent une réalité. J'ai pendant des semaines prévenu que le risque de résurgence du nombre de cas de coronavirus est à présent une réalité qui pourrait pousser les systèmes de santé au bord du gouffre, une fois de plus en Europe. L'Allemagne, où de nouveaux foyers sont apparus, opte de nouveau pour le reconfinement de certaines régions pour réduire la propagation du virus. Le Portugal est aussi frappé de plein fouet par une nouvelle vague de contamination qui a poussé les autorités à mettre la capitale Lisbonne sous cloche. L'Italie replonge dans la peur avec l'apparition de nouveaux foyers de virus à Naples. En effet, dans le sud de l'Italie, une cinquantaine de résidents étrangers contaminés au nouveau coronavirus ont tenté de fuir leur confinement forcé, déclenchant des tensions avec la population locale. Près de 700 personnes, pour la plupart des ressortissants bulgares, ont reçu lundi l'ordre de se confiner sur leur lieu de résidence des HLM de la municipalité après des suspicions de contamination. La Chine et la Corée du Sud enregistrent une nouvelle hausse également des cas de Covid-19. Au Pakistan, le gouvernement a décidé le confinement des quartiers où les contaminations sont importantes. Pour rappel, plus de 25 000 personnes sont mortes au Mexique du Covid-19 et quelques 200 000 autres ont été contaminées depuis le début de l'épidémie dans ce pays de 127 millions d'habitants. Nous terminons ce journal avec une belle découverte de l'artiste peintre Hafid Belabbas. L'artiste a ajouté aux formes et reliefs de cuivre repoussé de belles couleurs, Berber Spirit, la Khamsa, encore les inspirations du cubisme de Picasso sont dessinées, taillées, colorées et encadrées. 25 ans de maîtrise qui ont permis à ces tableaux de faire le tour du monde. Yamina Saïdji l'a rencontré dans sa galerie à Alger. Reportage. Depuis la découverte du cuivre, l'homme n'a cessé de le façonner
et d'y incruster divers motifs ornementaux. L'artisan algérien a toujours su tirer le meilleur du métissage culturel et de l'héritage laissé par toutes les civilisations qui ont fait escale en Algérie. Hafid fait partie de ceux-là. Là, on vous présente par exemple la collection de Berber Spirit. En fait, ça représente toute la symbolique berbère avec l'explication à l'arrière de chaque tableau. On en a partout dans le monde. On en a à Sydney, à New York, en France, en Espagne, même en Ouzbékistan, qui est très 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 loin. Ici, on représente aussi les villes algériennes, telles que la baie d'Alger. En fait, c'est une reprise d'une lithographie d'Alger en 1730. Si on voit par ici aussi, c'est le pont de Sidi Msit, Qsentena. En fait, c'est une technique assez classique du cuivre repoussé. Cet artisan a su, avec des techniques mixtes, dompter ce métal précieux, transformant les feuilles de cuivre en véritable œuvre d'art. Il sort des sentiers battus. La khamsa, son symbole fétiche, se décline alors de manière décalée sous plusieurs formes et une multitude de couleurs. Les tableaux de maîtres tels que Picasso ou Dekers prennent vie autrement, un travail qui demande patience et doigté, avec la passion en fil conducteur. La khamsa, en gros, pour nous, c'est un support graphique. Et on adapte les couleurs et les différents motifs selon la demande des clients. En fait, on essaye de satisfaire la clientèle. Et en même temps, nous, ça nous fait plaisir. Donc, on fait ça avec amour et en fait, c'est une passion. Voilà, c'est plus qu'un travail, c'est une passion pour nous. L'ornementation des pièces recourt à plusieurs techniques, parmi lesquelles le ciselage et l'incision, à plat ou au repoussé. Pour le repousser, on utilise différents outils. On a des poussoirs, différents modèles, différentes tailles. Là, je repousse les grandes surfaces, les grandes lignes. Et ensuite, je commence à détailler le tableau. Le visage commence à ressortir. La touche de l'artiste, l'encre de Chine pour accentuer le relief de ses œuvres. L'encre de Chine, c'est pour souligner les lignes du tableau. Les lignes du personnage, pour le mettre bien en évidence. Une activité artisanale à la fois dans la rétrospective et la modernité, Hafid puise dans le patrimoine algérien, l'adapte, le façonne selon ses inspirations du moment. Il appose sa signature sur le tableau avant de l'ajouter à sa collection. Et avec ces belles couleurs, nous arrivons à la fin de ce journal. Avant de nous quitter, voici le rappel des titres. 240 nouveaux cas de contamination, 146 guérisons et 7 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie. La prévention est de mise. Nous avons vu comment un atelier tourne à plein régime à Oued Souf pour produire masques et blouses de protection. La raffinerie de Sidi Erzine se dote d'une unité de craquage, un site qui va permettre d'augmenter la production de carburant d'1 million de tonnes par an. Le monde célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la lutte contre la drogue. Nous avons découvert dans ce journal le centre de prévention et de psychothérapie naturelle de Bouchaoui. Et enfin, nous avons découvert ensemble les œuvres d'art de Hafid Belabbès, un artiste qui a ajouté aux formes et reliefs de cuivre repoussé de magnifiques couleurs. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Belle soirée.